Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour le dernier épisode spécial Isekai, cette fois-ci de mon côté de l'écran, une rubrique que je n'ai pas fait depuis 2 ou 3 ans. Alors le but de la rubrique, c'est justement de vous montrer de mon côté de l'écran ma préparation, les coulisses, ce que je fais, comment je procède, comment j'explique. Je vais essayer d'être beaucoup plus court, mon but vraiment c'est d'essayer de faire en sorte dans le futur d'avoir des vidéos quand même un peu plus courtes et un peu plus digestes, surtout quand il s'agit d'expliquer ce que je fais. Voilà, mais si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous dis félicitations. N'hésitez pas à voir les vidéos précédentes parce que ça va être très important. Je vais éviter de redire ce que j'ai déjà dit. Je vais rester à un niveau de surface assez important. On va voir qu'est-ce qui se passe quand je commence à préparer un scénario d'isekai. En tout cas, c'est ce qui était prévu, mais ça a évolué puisque j'ai commencé à utiliser pour la première fois l'intégralité des outils que j'ai en général pour générer une expérience voulue. On y va. Alors, on se retrouve pour Frozen Smasher, c'est la campagne courte que je suis en train de préparer. Alors, j'ai décidé de tout tirer au hasard, mais j'ai quand même fait des sélections pour pouvoir lier. Je vais vous donner ce conseil, c'est le premier conseil. Essayez de trouver quand même des outils si vous voulez préparer rapidement certains éléments pour pouvoir vous aider, vous faire aider de tables aléatoires ou de guides ou de ce genre de choses. C'est une très bonne chose, mais par contre, il faut être le lien qui va finir par donner du sens à tout ça. Il y a des éléments qui pourraient être contradictoires, il y a des éléments qui vont demander une expansion de contexte, ou tout simplement qui sera beaucoup trop absurde et qu'il faudra changer. N'hésitez pas à essayer, comment dire ça, n'hésitez pas à essayer, littéralement, essayez de faire en sorte que tout soit lié. Alors, comme je devais présenter un scénario d'isekai, je me suis dit, je vais tirer le système au hasard, parmi une certaine sélection. Mais j'utilise des dés spéciaux. Les dés ont des couleurs différentes, mais il y a 2 dés qui se distinguent sur les 6 que j'utilise. Le dé rose et le dé noir. Le dé rose, ça veut dire fais-toi kiffer, utilise ce que tu as vraiment envie d'utiliser. Le dé noir veut dire utilise quelque chose auquel tu n'es pas familier du tout pour essayer de construire quelque chose. Et quand je dis pas familier du tout, c'est quand même un peu une exagération, ça serait plutôt un système auquel tu n'es pas familier. Prenons un exemple. Brigandine, je connais le système, mais je ne suis pas suffisamment familier parce que je n'ai pas encore eu le temps de l'explorer. Je travaille sur un scénario dessus, mais je n'ai pas encore pu l'explorer. Autant que je le fais pour les jeux que je vous présente en général. Bref. Alors, ça a fait que je suis tombé sur Fais-toi plaisir, et malgré le fait que True20 était dans la liste, et qu'il n'est pas tombé sur True20, j'ai dû quand même utiliser True20. La raison est simple. Vous êtes des joueurs de jeux de rôle. Je présente des jeux que j'apprécie. Je présente des jeux que j'aime, pas forcément dans la langue que je parle, ce qui veut dire que ça peut créer par exemple une barrière. Pour éviter d'être trop alien, je me permets quand même de prendre un petit RPG de système D20 pour que vous puissiez vous identifier aux valeurs si vous avez envie soit de vous inspirer, soit de comprendre. Et c'était mon intention. De la même manière que dans le futur, j'aurai probablement de nouveaux systèmes ou de nouveaux jeux que j'aime beaucoup, qui m'intéressent, et dont je vais expliquer ce que je vais faire dans les 2 mon côté de l'écran. Là, c'est moi qui fais un pas vers vous. Voilà. Mais n'empêche que True20, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup comme Simili Système D20. Il faut le savoir. Bref, alors, voici ce qu'on appelle les paramètres. En général, quand je fais un scénario, j'ai 2 pages. J'ai un cahier, il est divisé en 2 pages. La page de droite symbolise justement ces paramètres-là que je vous présente là. Et la page de gauche représente les notes de meneur de jeu. Là, c'est différent. C'est une campagne courte. Je me suis aidé de pas mal d'outils. C'est beaucoup plus grand. Et en plus de ça, c'est une campagne courte d'un univers que je connais bien et qui est surtout un univers de jeux vidéo qui va demander une adaptation des caractéristiques.
L'adaptation des caractéristiques, pour moi, n'est pas une question de connaissance des règles, mais plutôt de temps de poser les choses. Surtout que c'est une fantaisie qui ressemble, on va dire, en surface à de nombreuses fantaisies qu'on a l'habitude d'explorer, mais en même temps, a sa propre mythologie de manière forte qui va bouleverser les choses et dont les règles de jeu de rôle, du jeu de rôle que je vais utiliser et même dans d'autres jeux de rôle, n'ont pas. Donc il va falloir faire un effort d'adaptation. Voilà. Donc ça c'est tombé sur une campagne courte. Ils sont en flat character progression, c'est-à-dire qu'ils vont rester au niveau 3 tout au long de la campagne courte. J'ai mis des notions au cas où en fait les gens voudraient aller au-delà, mais c'est vraiment un truc qui n'a pas été très exploré. Ensuite, j'ai décidé de tirer les dés. Les joueurs vont s'incarner, une version d'eux-mêmes idéalisée et fantasmée, donc là il n'y a pas de souci. Ensuite, là c'est la méthode d'Isekai, donc là je l'ai tiré via le livre Isekai que j'avais présenté chez Kobold Press. Je vous invite à aller voir les différents trucs. Ce qui fait que les PJ meurent dans un accident de grande ampleur, ils se réincarnent dans le corps de nourrisson qui grandissent ensuite dans le nouveau monde. Voilà, le destin va faire qu'ils viennent du même lieu dans leur réincarnation. Le setting c'est Esseria. Alors Esseria, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, parce que c'est souvent un nom bien générique pour désigner un monde magique. Voilà. Mais c'est celui de Warlords Battlecry. Warlords Battlecry, c'est une série de jeux en temps réel qui a pris vie aux alentours de la fin des années 90 et qui a, selon moi, pris fin en 2004 avec Warlords Battlecry 3, mon Warlords Battlecry préféré, celui de cœur, celui qui va me servir de référence. Et ils sont dans un, comment dire ça, ils sont dans un isekai où, quand dans leur nouvelle vie, ils commencent avec des prédispositions extrêmement fortes, ils sont, au travers du plot et du thème qui a été tiré au hasard via Isekai, ils vont être dans un phénomène d'un ennui mortel jusqu'à ce qu'un grand cataclysme arrive. La forme du cataclysme n'était pas définie. Je me suis servi d'une des tables aléatoires qui est un générateur de cataclysme, de nom de fin du monde en fait, qui est chez Enid Games. Franchement, si vous êtes un gros consommateur de Drive-Thru et que vous n'avez pas d'éléments de chez Enid Games, qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'il y a énormément de bonnes tables aléatoires avec des choses très convenues, des choses très exotiques. Il y a des tables où, je vais pas mentir, il y a des tables où j'ai vu des tables récemment qui étaient pas ouf, mais il y en a de très très bonnes. Et en fait, il y a des tables qui inspirent certaines facettes. Et tu peux te dire, ouais, mais on peut l'utiliser d'une autre façon. Allez-y, franchement, foncez. Ensuite, la motivation d'aventure. Les personnages ont été poussés par une grande force pour repousser l'envahisseur. L'antagoniste principal. Alors, la grande force, elle a été déterminée, c'est quoi? Ben, la force, c'est tout simplement de point de vue historique. Ils vont être motivés par la coalition qui, de base, repousse la force antagoniste qui a été améliorée. C'est tout. Ensuite, la puissance des héros d'Isekai. Donc la question était de savoir si ils avaient tous la même souche de pouvoir individuellement, ou s'ils ont tous quelque chose de différent et qui ne se chevauchent pas, ou si en fait ils ont un choix libre. Donc le choix est plutôt libre, c'est à eux de voir ce qu'ils vont faire avec. Donc là, c'est dans un monde dans une terre alternative où World Battlecry est un RTS d'e-sport très très apprécié. Ils partent dans une compétition en Extrême-Orient, l'avion se crache, ils sont tous morts, ils se retrouvent réincarnés en nourrissons dans un monde fictif, ils grandissent, ils finissent par voir qu'ils sont même plus forts que la moyenne des espèces de l'espèce qu'ils vont incarner. Jusqu'au moment où, en fait, à cause de l'ennui et aussi de la situation du monde, une grande catastrophe va arriver, une catastrophe qu'ils vont devoir repousser. Tout en sachant que c'est une des faiblesses de la campagne de World Battlecry 3. J'aime beaucoup le jeu, mais il a une grosse faiblesse au niveau de la campagne. À la fin de World Battlecry 3, il n'y a pas vraiment de fin. Il n'y a pas une fin avérée, c'est tu pars à la conquête du monde, ok, t'as tout conquéri, ben t'as tout conquéri.
le monde continue à évoluer sans toi. Et pour eux, qui sont des personnages d'isekai qui vont se souvenir de ça dans le jeu, ils vont arriver à la frontière du monde où un événement va bouger, ça va les sortir de leur zone de confort et ils vont devoir écrire l'histoire. C'est quelque chose qui est très très important. Voilà. Ensuite, alors je crois que j'avais un truc à mentionner. Je me souviens plus. Non, ça doit pas être là. Donc là, on arrive sur l'autre page. Les notions des personnages. Alors, la notion des personnages, c'est un petit appui sur les caractéristiques. Moi, je suis basé sur le modificateur de caractéristiques de Mutant and Masterminds, qui est son successeur et qui est une base de système des 20. C'est-à-dire 9, c'est quand même un très très bon niveau. En plus de ça, ajouter à l'intelligence, puisque c'est une compétence de savoir, ça va faire qu'ils vont bien connaître le monde, ils vont bien connaître l'histoire. Ça aurait très bien pu être des gens qui ont des connaissances différentes. C'est juste que ça a décidé que, les dés ont décidé que ils ont tous le même niveau. Ensuite, l'apport qui est propre au monde d'Isekai, il gagne 3 caractéristiques plus 3 points de fortune. Je vais expliquer les deux notions. Dans les systèmes semi-systèmes des 20, il y a une caractéristique et le modificateur. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la caractéristique, ils l'ont virée, ils ont gardé le modificateur. Le modificateur, c'est la caractéristique. C'est un truc qui commence à se standardiser dans les JDR TTRPG alternatifs à Donjons et Dragons. Cette caractéristique-là qui restait, qui flottait, qui est utilisée que dans des très rares cas, il a été dégagé. C'est une très bonne chose. Et je rappelle que ça, c'est 2005. Hein. Voilà. Donc, voilà, ce qui va se passer. 3 points de caractéristiques, c'est beaucoup. Hein, voilà. Ils vont pouvoir les répartir librement, évidemment. Et 3 points de fortune. Alors, la fortune, c'est pour moi un des meilleurs systèmes logistiques et monétaires que j'ai vu dans un JDR. En gros, vous connaissez le système où vous avez une monnaie, c'est un nombre de pièces. Vous avez la conversion des pièces de monnaie. Cuivre, argent, or et parfois platine. Et là, on est sur une autre approche, c'est que la fortune est une caractéristique. Vous avez un début de fortune. Ça peut être un certain score. Donc, je crois que c'est par défaut, je crois que c'est 3. Plus le fit fortune, plus le modificateur de caractéristique. Et c'est une caractéristique où quand tu vas la lancer avec le charisme, tu vas devoir acheter quelque chose. Par exemple, un cheval, c'est 20. Tu dois faire un test de difficulté à 20. Tu lances un des 20, tu ajoutes ta fortune, tu ajoutes ton charisme. Si tu as échoué, soit il n'y avait pas de cheval de disponible, soit vous n'avez pas réussi à arriver à un accord. Très facile à gérer. La logistique aussi est très très simple dans le jeu. C'est-à-dire que en fait, il y a bel et bien des munitions si tu veux décider de mettre des munitions. Mais si tu n'en as pas envie, tu peux décider de ne pas en mettre non plus. Moi, je prends plutôt la route de Mutant and Masterminds, la route des successeurs. C'est-à-dire, tu vas pas aller demander des flèches ou ce genre de choses-là. À la limite, tu peux commander des flèches spéciales en tant qu'objet magique ou un quoi, mais il y aura une utilisation à un moment et puis après, ils ne vont plus l'avoir dans l'inventaire. Mon but, c'est que je n'aime pas cette posture dans les TTRPG d'être une espèce de bandeur de l'objet ou de la monétisation, pas de la monétisation, ça n'a rien à voir, de la monnaie, où en fait les gens ils ont énormément d'inventaire avec des tas de trucs. Peut-être que ça donne un côté nostalgique aux personnes, mais je suis plutôt terre à terre sur mon approche, c'est-à-dire on va être le plus efficace possible. Donc ce système monétaire il va être très très bien. Alors le jeu de World of Battlecry, il y a quatre ressources différentes, c'est-à-dire l'or, le métal, la pierre et le cristal. Alors, si on doit partir sur les symboliques, le métal veut dire l'armement ou l'équipement, l'or c'est la fortune, la pierre c'est l'habitation, c'est-à-dire d'avoir un endroit pour pouvoir habiter, et le cristal c'est tout simplement tout ce qui est magique et qui va demander un certain travail magique ou surnaturel.
Le truc, c'est que par exemple, j'aurais pu créer un système de fortune en utilisant ces 4 ressources avec exactement le même principe. Sauf que le but, c'est de faire un isekai où le joueur ne doit pas avoir trop de ressources. Donc, j'ai décidé de faire comme ça. Et ensuite, on va passer directement aux apports. Donc, les apports, c'est simple, c'est les atouts. Ils vont choisir 2 atouts dans la liste. Tout en sachant que quand tu choisis un atout dans cette liste-là au choix, tu peux pas prendre 2 fois le même atout. Pas déconner non plus. C'est pour ça qu'ils sont divisés en plusieurs points. Je me suis inspiré des 4 caractéristiques qui sont propres à l'univers de World Battle Cry, c'est-à-dire la force, la dextérité, l'intelligence, le charisme. Voilà. Donc, le premier, c'est ça double les caractéristiques et ça réduit de 1 les modificateurs négatifs. Alors, ça a l'air balèze, mais il faut pas oublier que c'est l'univers de World Battle Cry. Ça veut dire que non seulement ils vont devoir aller dans des lieux seuls, mais aussi on va leur donner des armées à gérer. Et les armées, en fonction des réussites, des échecs de chaque élément, vont faire avancer l'histoire. Avoir mis la notion de modificateur de caractéristiques, c'est une très très bonne chose là-dessus. D'autant plus, d'autant plus que par exemple, au début on donne 6 points de caractéristiques, le background va modifier les caractéristiques, ça va faire qu'on a un objet, enfin, bon, plutôt pas un objet, ça fait qu'on se retrouve avec des caractéristiques, des valeurs qui seront élevées, et de toutes les façons, c'est un jeu qui est anti-méta, c'est-à-dire que tu vas pas essayer de te dire, ouais, je vais faire le personnage ultime, là, on n'est pas dans un jeu à branding. Ça, c'est un sujet de vidéo qui va arriver à un moment donné, c'est-à-dire, pourquoi j'aime autant certains jeux anti-méta. Mais il faut juste savoir un truc. Le mec qui va essayer d'exploiter le moindre truc cheaté, tout ça, ça n'existera pas. Tu ne peux pas tout faire. À essayer de tout faire, tu ne feras pas forcément tout bien. Donc, là, doubler les modificateurs, c'est un atout qui existe, et tous les atouts sont à peu près de même niveau. Ensuite, la sphère de magie. Alors, pour vous expliquer, dans l'univers de World Battle Cry, chaque faction a un cercle de magie défini. Il existe seulement 2 cercles qui ne sont pas reliés à une espèce. L'arcane, la magie de l'arcane, et la magie du temps. Les seuls qui ont accès à la magie de l'arcane et à la magie du temps sont ceux qui seront des classes d'utilisateurs de pouvoir, de lanceurs de sorts, qui monteront au niveau 6. Là, c'est niveau 3. Donc, ils ne vont pas avoir la magie du temps, ce genre de choses-là. C'est mort. Avoir la sphère de magie, une sphère de magie de leur choix, dès le début, peu importe le rôle qu'ils vont prendre, c'est quelque chose de fort, parce que, non seulement ils auront ce cercle, mais ils auront aussi le droit de choisir 5 pouvoirs. Ce qui veut dire qu'un lanceur de sorts peut décider d'avoir 5 pouvoirs, et ce pouvoir en plus, et en plus un cercle de son choix, il a le droit. Comme c'est un personnage d'isekai, il peut prendre évidemment les 2 cercles dont j'ai parlé. Mais les autres rôles existants peuvent aussi prendre cette sphère de magie et avoir ses pouvoirs. Alors je tiens à souligner un truc, la trinité des classes en général dans les TTRPG, c'est les lanceurs de sorts, les hybrides et les martials. La mentalité derrière True20, c'est pas celle-là. C'est la prouesse martiale, la prouesse dans l'univers et le champ des possibles. Voilà, c'est à ça que ça sert. Donc, une personne qui va prendre le rôle de son choix, peut-être même faire un rôle qui est basé sur des créatures de l'univers ou un rôle bien spécialisé, etc., etc., il n'y aura personne qui sera lésé. C'est admis dans le jeu, déjà il n'y a pas d'emplacement de sort, ce genre de truc-là, c'est tu as des pouvoirs, il y a des pouvoirs qui sont fatigants, tu fais ton test de fatigue basé sur ta volonté. Comme il y a des classes qui ont un rapport à la sauvegarde de volonté changeant,
ça va être, il y aura quand même une économie pour pouvoir lancer les sorts, et les sorts n'ont pas de, il y a des sorts qui ont des restrictions de niveau ou des restrictions vis-à-vis de pouvoir qu'il faut avoir au préalable, mais quand tu lances un pouvoir puissant et qu'il n'y a pas de prérequis, tu en paies le prix par rapport au test de fatigue. Ce qui rend la chose très très difficile. Voilà. Et parfois, quand le niveau effectif de lanceur de sorts rentre dans l'équation, là c'est encore pire. Donc, ça a été décidé dans le jeu que un feat est égal à un pouvoir. C'est-à-dire que quand tu montes de niveau, on te dit choisis un feat, c'est choisir un feat ou un pouvoir. Si la classe ou le rôle que tu as choisi, le meneur de jeu te dit tu peux prendre un pouvoir, tu prends un feat ou un pouvoir. Les deux se valent. Pour avoir testé au banc d'essai, avoir vu différentes choses, côté expert, côté guerrier, côté lanceur de sorts, ça se vaut. C'est-à-dire que même un lanceur de sorts qui monte de niveau, il pourrait être tenté à aller chercher un pouvoir, mais des fois, il vaut mieux prendre un feat, selon ce que tu as décidé de prendre. Voilà, je mets vraiment l'accent sur la notion d'équilibre qui a voulu être apportée au jeu. C'est un équilibre qui existe bel et bien. Ensuite, l'objet magique, bon, on va pas trop en parler, c'est juste que, on le sait très bien, que ce soit les personnages, les gens qui sont fans d'isekai ou le joueur de jeu de rôle moyen, en moyenne, c'est une arme qu'ils vont prendre. C'est un objet qui aura 2 pouvoirs et qui est en fait verrouillé sur l'utilisation exclusive du personnage. Ça sera à vous de voir ce que vous allez... ça sera à eux de voir ce qu'ils font avec. Mais les objets magiques, il en existera différentes catégories. Bon, ensuite au choix. Une créature surnaturelle convocable avec des pouvoirs thématiques basés sur les domaines mentionnés dans le livre de l'adepte. C'est-à-dire que le livre de l'adepte, puisque ça prend en compte tous les éléments de la gamme, ce setting, ça fait que il y a des concepts ésotériques, de nombreux concepts ésotériques qui sont explosés. Il y a une liste de pouvoirs autorisés et une liste de pouvoirs qui ne peuvent jamais développer. Ce qui fait que, par exemple, le personnage joueur, le joueur derrière, il peut prendre un familier et enfin une créature convocable surnaturelle, et en fait elle aura des pouvoirs basés sur la thématique et il pourra l'utiliser. Et voilà. Et il existe une très très large liste. Après, évidemment, qui dit que les pouvoirs sont thématiques veut dire qu'il sera regardé plus ou moins d'une certaine manière selon ce qu'il a décidé de prendre. Par exemple, un diaboliste qui joue, enfin, un joueur qui décide d'avoir une créature qui est diaboliste, les gens vont se dire, est-ce que cette créature n'a-t-elle pas un agenda au-delà du contrat qu'elle est? Et ça sera une entente légitime. Ensuite, un allié avec un niveau équivalent à la moitié du niveau du personnage arrondi à l'inférieur, c'est-à-dire il aura un second personnage qu'on pourrait considérer comme un sidekick en quelque sorte. Voilà, bon, par facilité, je vais le mettre sous forme de stat block, mais il aura quand même un allié. L'allié peut être un compagnon animal ou un individu. Ça dépendra de ce que fera le personnage. Évidemment, en fonction du type d'allié, il y aura peut-être 2-3 capacités bonus que je vais lui donner. Et 2-3 éléments aussi, voilà, au niveau de la relation pour approfondir les personnages. Et pour finir, une affinité avec les individus d'une même faction, d'une même culture et un bonus de circonstances majeures lors de la gestion d'unités à grande échelle. Ils jouent des seigneurs de guerre. C'est des personnages illustres dans leur monde. Ils sont connus dans leur cercle, dans le cercle de la ville où ils existent, parce qu'ils seront balèzes et ils seront plus forts que la moyenne. On va leur donner des armées. L'affinité, c'est un bonus de circonstances majeures accordé à une faction, à une culture et à la place qu'ils auront dans une gestion d'unités à grande échelle. Le truc, c'est que le mot faction, il est
a plusieurs facettes. C'est les factions qui existent entre les différentes personnes, des compagnies de mercenaires, les factions présentées telles que c'est dans le jeu vidéo, ou tout simplement une faction qui est totalement raciale, par exemple la notion raciale qui est prise en compte. Et il y a aussi l'élément culturel qui est pris en compte. Cette affinité, c'est un choix qui est totalement concevable. Voilà. Toutes ces valeurs se valent. La raison pour laquelle là il y a des tirets un peu partout, c'est parce qu'en fait, ils ont le choix de choisir entre deux trucs sur les 4, mais ils n'ont pas le droit de prendre 2 fois ce truc-là. Ils devront choisir un choix dans la liste. L'allié, pour moi, l'allié, il est quand même, il est au même niveau que la créature convocable, qui est au même niveau que le bonus. Pourquoi je juge que l'allié, il est quand même important, c'est parce qu'en fait, ça sera au joueur de déterminer qui est l'allié et ce qu'il va en faire. C'est un deuxième personnage. Voilà. Alors, est-ce qu'il sera contrôlable? Je ne pense pas. Mais par contre, il pourra le choisir. Donc, par exemple, s'il a envie de choisir un truc où il se dit « Ah ouais, mais j'avais 2 idées de perso », bah, il met les 2. Il définit la relation entre les 2. Et puis voilà. Bien, ensuite, les notions des ennemis. Donc voilà, c'est un nouveau truc que je décide de mettre. Ça explique les différents éléments et les différents modificateurs, avec 2-3 secrets qui sont propres à la campagne, qui sont mis là-dedans. Et puis là, il y a la note de meneur de jeu, qui en fait va permettre en fait de connaître les bases, la forme des différents individus, et puis surtout, comme c'est une campagne courte, et que c'est un univers, donc l'univers, il y a certaines notions que j'ai mis et que j'ai tirées aux cartes pour pouvoir en fait mettre un certain nombre d'infos et de rumeurs sur le monde. Est-ce que ça va avoir un impact ou non? Ça sera au meneur de jeu de le décider. Et puis ensuite, grâce à RPGS, si vous n'avez pas RPGS ou RPGS 2, je ne peux que vous enjoindre à le prendre. C'est un très très bon outil de super setting, même si le 2 il est beaucoup plus élaboré que le 1 sur bien des points. Dans le doute, prenez les 2, franchement c'est super. J'en ai déjà parlé dans une vidéo dans le passé, donc vous allez voir, vous tapez Gingy RPGS, je pense que vous allez trouver. On explique la culture, la population, la description globale, les caractéristiques sont sur 6, ce sont des valeurs sur 6, donc on est très fortuné, très bon sens du service. Les éléments dans la ville sont articulés autour de ça. Le lieu d'intérêt, il n'y en avait qu'un seul. J'ai tiré des dés. Donc il n'y avait qu'un seul lieu, un seul point d'intérêt. L'ambiance, l'ambiance et le pub, c'est des choses que j'ai commencé à mettre parce que j'ai adapté le setting qui s'appelle Nevermore. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Sur le monde d'Isekai d'ailleurs, au passage. Donc je mets ces 2 trucs là parce que c'est très important que le meneur de jeu garde ces éléments en tête quand il va présenter une ville, et il y a pas mal d'histoires. Donc là, il y a une histoire, il y a une petite explication complexe, enfin une petite variation, et le personnage, j'avais voulu mettre un personnage illustre, j'ai voulu voir s'il y en avait d'autres, il n'y en avait pas d'autres, qui raconte pourquoi, en fait, la mentalité de façade du personnage était malgré tout assez... pourquoi ils ont une vision assez inédite des choses. Ensuite, là, c'est une organisation notable. L'organisation notable, c'est vraiment optionnel. Mais le truc, c'est que les humains de la chevalerie, les humains d'Agari, ont une culture qui fait que quand ils ont une grande ville, ils créent un ordre de chevaliers avec les thématiques qui sont forts et qui représentent la peuplade. Et de ce fait, ils créent l'ordre chevalier qui est le prolongement de la philosophie qui est derrière. Donc eux, c'est l'ordre des mains jointes. C'est des, c'est des espèces c'est un ordre militant qui a un sens du service, qui représente vraiment les valeurs de la ville, et qui se battent avec des dards, qui se battent en armure légère, et qui sont très très forts en acrobatie. Et évidemment,
j'ai quand même prévu le coup. Si ça intéressait les joueurs de les jouer, ça c'est à la fois... Alors j'ai décidé de faire un double langage. J'ai écrit le truc comme si quelqu'un pourrait l'utiliser. Et aussi si un joueur avait envie de jouer un membre de cet ordre. Donc j'ai mis les notions de création de personnages et les notions que pourraient avoir potentiellement des PNJ. Puisque plus tôt, vous l'avez vu là, donc là j'ai un petit secret là. Là, il y a la notion d'organisation qui est présente sur le livre de l'expert, le supplément du livre de l'expert de True20. Il y a le nombre d'individus, pas beaucoup de gens, mais c'est normal parce que la caractéristique armée n'était pas très élevée. J'ai mis organisation guerrière, c'est pour désigner le fait que c'est la table des guerriers, puisqu'en gros, dans le supplément, on t'explique le niveau de l'organisation. Moi, j'ai décidé de me calquer sur la taille de l'organisation pour déterminer le niveau de l'organisation. Donc, on saura automatiquement où sont les sauvegardes à partir du document. Voilà. Et puis surtout, ça va permettre en fait, si il faut décider de faire jouer les armées, ils sauront exactement de quoi ils sont capables, quels sont les outils optionnels et la différente sélection pour le meneur de jeu. Voilà. Et le joueur pourra jouer différents éléments. C'est comme c'est un ordre de chevalerie, et on va dire que dans l'univers de War's Battlecry, il y a 5 niveaux du bâtiment principal qui va ajouter des technologies. J'ai utilisé la même philosophie, où le personnage, en fait, là où les ordres de chevalerie donnent des bonus, c'est au niveau 4. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont un personnage qui est au niveau 3. Les éléments à la création vont donner certains atouts au niveau 3. Ça va les faire par contre renoncer à certaines valeurs. Vous l'avez vu, par exemple pour la fortune, vous voyez le contre-coup à la création, qui fait qu'au lieu de donner des niveaux de lag, puisque c'est un flat level campaign, ils ont juste à appliquer ça. Comme ils ont déjà à la création 3 points de fortune et que on te demande d'en retirer 4 millions minimum de 1, ça fait que au moins ils commencent avec un équipement de départ plutôt décent. Et par exemple, vous voyez que même à la fin, c'est écrit qu'il y a un cheval sur du 11+, donc il y a un petit test à faire. Et comme ça, ils peuvent avoir la monture, ou ils peuvent renoncer à 3 à 6 points de conviction à sa disposition. Alors pourquoi 3 à... comment dire ça 3 de ces... Pourquoi ils renoncent à la moitié de ces points de conviction pour créer? En gros, j'en donne 3 au début de la campagne, plus 1 point de conviction par niveau. Pourquoi je demande à renoncer à la moitié? C'est parce qu'un cheval, sa valeur de vente, c'est 20. Un personnage qui joue cette classe-là, c'est un chevalier mystique. La priorité, comparée à ce qu'on pourrait attendre par exemple d'un paladin, sa caractéristique clé, c'est pas le charisme, c'est la sagesse. Donc, au moins, il a une idée claire de ce qu'il va faire, et que si jamais il voit que, par exemple, la discussion, c'est pas son point fort, mais qu'il a envie, en fait, de se focaliser sur la sagesse, je n'avais pas envie de pénaliser le joueur à dire oui, je t'autorise à relancer les dés, et puis il échoue plusieurs fois. Je l'ai déjà expliqué, mais mon problème avec les systèmes des 20, c'est que la fourchette est beaucoup trop grande. Moi, j'adore le jeu, hein. J'adore le système des 20, j'adore True20. Il y a beaucoup de choses qui ont facilité. Mais leur demander de lancer 4 fois le jet, et il y a une chance, quand même assez basse, qu'ils n'arrivent pas à toucher, voire même qu'ils fassent des échecs critiques, ça m'aurait trop fait chier. Je préfère mettre les choses à plat, leur donner beaucoup, leur prendre la différence. Comme ça, ils peuvent directement rentrer dans leur personnage, d'autant plus que vous voyez, par exemple, dans Pouvoir conseiller, arme surnaturelle, pris obligatoirement au niveau 3 par les chevaliers de l'ordre, donc le PNJ, ils le prennent systématiquement, mais je permets quand même aux joueurs de savoir s'ils doivent l'utiliser. Quand en fait tu es dans un ordre militant de gars qui sont forts en acrobatie, qui se battent en armure légère, qui a comme arme de prédilection les dards, les shurikens, en gros c'est l'équivalent des shurikens,
Ouais, vaut peut-être mieux avoir des shurikens qui tapent les ennemis surnaturels du genre les fantômes. Parce que la sagesse dans les jeux de système des 20, comment dire ça, normalement c'est censé être une forme d'intelligence, donc la sagesse en général dans la vie de la réalité véritable, mais dans les jeux de système des 20, c'est plutôt la conscience de l'environnement et la conscience de certaines forces. Les ordres de chevaliers d'Agari, leur sphère de magie, c'est la divination. Donc ils ont une certaine préscience sur les choses, ils peuvent anticiper parfois dans l'avenir, ils peuvent prévoir sur un certain stade sur les conditions, c'est-à-dire qu'ils ont une perception des fois métaphysique des choses. Il fallait que ça se voie, j'ai mis ça au niveau de la sagesse, comme c'est une classe guerrière modifiée, donc les Mystic Knights ont une progression de combat de guerrier. Ils ont le bonus de combat à 3, puisque c'est un prérequis. Ils prennent armes surnaturelles, ils balancent les shurikens. Le choix du shuriken, de l'ordre militant, tout ça, c'est une combinaison des tables aléatoires, de l'histoire qui est exposée avec les cartes, et j'ai tout rejoint. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le shuriken, dans True 20, il est considéré comme une arme de feu rapide, comme l'est un SMG ou un fusil d'assaut. En gros, c'est... Voilà. Ce qui fait que c'est une arme avec une très très grande vélocité, qui ne fait pas énormément de dégâts, mais par contre, qui touche les fantômes, qui a, comment dire ça, une bonne valeur en soi, puisque c'est une arme de lancer, et qui plus est, qui a une très très grande force de toucher, puisqu'elle a une focalisation, il y a une focalisation sur l'arme, qui est pris en compte, sans parler du fait que par exemple il existe d'autres pouvoirs et d'autres fonctions qu'ils peuvent utiliser. Regardez la liste des pouvoirs conseillés par exemple, il y a armes surnaturelles, il y a les formes de cure, guérir les malédictions, guérir les poisons, guérir les maladies, augmenter ses caractéristiques temporairement, augmenter les caractéristiques d'une autre personne temporairement, toucher les fantômes, et surtout convoquer un extérieur vertu, puisque les humains de la chevalerie interagissent avec des sages, interagissent avec des anges, et du coup, c'est quelque chose qui se devait d'être là. Voilà. Donc, très fourni, vous avez vu, c'est un rôle qui est très fourni, mais je leur ai retiré pas mal de choses quand même, pour pouvoir faire la différence. Ce qui fait que quand quelqu'un va faire un personnage, la raison pour laquelle la campagne elle est au niveau 3, c'est parce que je l'ai tiré au niveau 3. Au niveau 1, ça voudrait dire que quelqu'un ne pourra pas choisir ça. Il devra en fait monter au niveau 3 et puis espérer tout avoir. Et c'est vraiment selon les règles de la campagne. Mais de toutes les façons, beaucoup de classes comme ça vont demander d'être un minimum de niveau quand même. Bref. Et puis évidemment, il y a derrière la stat block du méchant final, qui est niveau 7. 3 niveaux. Je prends la règle que les personnages ont 3 à 4 niveaux de moins que l'antagoniste principal qu'ils vont avoir. Donc j'ai mis pas mal de choses. Il y a les compagnons, donc les personnages importants aux yeux de la stalbook du personnage. Donc il a même pas des sbires, il a des généraux. Donc il a ses suivants, comme on appelle ça dans Battlecry, à des niveaux très très différents. Il a sa liste de compétences, il a son pouvoir, il a la description, et évidemment il a une histoire courte pour pouvoir illustrer l'histoire. Et puis là j'ai commencé à écrire l'histoire des autres, mais je n'avais pas fini. Voilà. Bah évidemment je pense qu'on peut pas faire plus court que ça. Hein. Le but c'était vraiment de vous montrer qu'est-ce que ça demandait comme effort. Encore une fois, c'est plus long à expliquer que c'est facile à appliquer. Voilà, c'est juste que il faut, des fois, quand tu expliques des choses à de potentiels futurs meneurs de jeu, de futurs joueurs, expliquer la planification, ça prend du temps. Mais l'exécuter, c'est beaucoup plus facile. Pas seulement à cause de la connaissance des outils, mais aussi
parce que tu peux avoir une philosophie de jeu qui te facilite grandement les choses. Par exemple, comme l'univers de World's Battle Cry, c'est un univers que je connais beaucoup, c'est un jeu vidéo que je joue presque tous les jours. Enfin, pendant une période, je jouais presque tous les jours. Comme il y a des strates différentes et aussi la philosophie du gameplay, je pourrais te parler de Battle Cry pendant très longtemps, mais la philosophie du gameplay, j'ai appris énormément de philosophie de gameplay au travers de ce jeu. L'utiliser pour moi est fort aisé. Et c'est comme ça que j'ai conçu une courte campagne, et je n'ai pas encore fini. Je vais probablement faire des épisodes suivants pour vous parler de la progression, de comment j'ai fait les différentes choses. Ça me permettra d'aborder différents sujets autour de la conception de campagne. On va laisser ça pour cette fois. Je vais essayer de toute façon, je vais essayer de créer de nouvelles playlists pour regrouper les éléments récents par thématique. Et c'est ainsi que s'achève la semaine spéciale Isekai. Je vous ai parlé de la perspective d'un autre monde. À vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous donner mon avis final là-dessus. C'est un genre que je n'apprécie pas des masses par rapport à ce que ça m'a montré. Mais je crois au potentiel de ce genre fictif et il est légitime à exister parce qu'on peut faire de belles choses avec. Le problème est que les gens qui ont conçu les bases de ce genre, c'est-à-dire pas les gens qui ont fait les proto-exemples ou la notion même d'isekai, mais ceux qui l'ont modernisé, il y a beaucoup trop de mauvais candidats et une base de petits candidats qui sont extrêmement balèzes et dont on pourrait tirer des leçons qui sont intéressantes. Et quand on sait maintenant que en Occident on consomme beaucoup d'animés, de mangas, de light novels, pas moi, pour les light novels, je dois être clair là-dessus, ça fait que les gens ont tendance en fait à s'enfoncer dans ce qu'ils consomment. C'est un sujet qui est revenu à de nombreuses reprises au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que parfois quand on aime un média, il y a des gens qui viennent critiquer ce média. Et puis je dis oui, mais il y a des bonnes choses, ça apporte certaines qualités. Mais on va être clair quand même là-dessus. Quand un loisir est un loisir, c'est parce qu'en fait on cherche d'abord, évidemment, un épanouissement dans le divertissement, mais on cherche avant tout le divertissement avant l'épanouissement. Voilà, je pense que je me suis bien fait comprendre là-dessus. Ce qui fait que le genre Isekai est un genre que je considère problématique, parce que les valeurs, c'est un bien grand mot, mais les valeurs qu'ils ont mis dans le genre Isekai, ou plutôt certains tropes qu'ils ont mis, sont des tropes qui sont toxiques ou incompatibles avec le jeu de rôle. C'est pour ça que la partie où j'ai parlé de la barrière du rejet, elle était quand même assez grande. Il ne faut pas prendre les Isekai sur ceux qui sont exposés ou dans ces pires tropes. Tout comme moi, par exemple, quand je parle de la fantasy, je présente un fort rejet quand même des tropes les plus classiques qu'on pourrait voir, par exemple, dans les Donjons et Dragons, ce genre de choses-là. Techniquement, c'est plus la politique de Wizards of the Coast qui me dérange, plus que Donjons et Dragons en tant que tel. Et c'est les tropes de Donjons et Dragons qui me cassent les couilles, plus que la conception de l'univers qu'ils ont. Parce que les tropes, c'est un peu comme les traditions, c'est-à-dire qu'on finit par les reproduire ou les singer, et on oublie exactement pourquoi on le fait, et on le fait parfois parce que c'est confortable ou obéir à un certain moule. Et c'est tout ce que ça ne sera jamais en fait. Donc, les isekai, ça vaut le coup d'essayer. Je pense que je vais peut-être tenter de l'essayer. Il y a pas mal d'autres sujets et d'autres éléments que j'ai envie de traiter. Pas forcément avec l'isekai, mais peut-être que utiliser cet exemple-là que je vous ai montré va pouvoir me permettre de faire un suivi et de vous montrer bien d'autres éléments. Bref, je vous dis à tous, amusez-vous bien, débutants, si vous êtes tombé dessus et vous avez lu le truc, je dirais jamais assez, mais quand vous apprenez de nouvelles notions dans le JDR, quand vous apprenez de nouvelles techniques, des philosophies, prenez votre temps. Il n'y a rien qui presse. Ah oui, il y a peut-être une partie que vous allez faire dans 2-3 heures. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Et surtout, vous devez d'abord aller en direction de vos joueurs et aussi ne pas renoncer à ce que vous voulez voir à la table et mettez-vous ensemble pour vous dire, vous voulez raconter quel genre d'histoire. On a juste vu
que les isekai sont légitimes à raconter des histoires et qu'on peut avoir une histoire interactive avec certaines conditions évidemment pour pouvoir l'appliquer en jeu de rôle. Donc tout ce que je vous souhaite, c'est un bon jeu. Je vous dis à la prochaine fois. Alors, c'est vrai que je planifie plus trop des vidéos, mais j'ai fait une pause sur Mutant Mastermind. Je pense que je vais peut-être pas tarder, mais ça sera pas pour tout de suite parce que j'ai pas mal de vidéos sur le feu là. Vous allez voir pas mal de vidéos de RPG Week qui vont tomber, d'autant plus que je suis en train de rattraper les RPG Week et les vidéos, je les ai déjà tournées. Les monter, ça sera très rapide. Donc vous allez avoir des vidéos qui sont beaucoup plus courtes que la normale. Bref, merci de votre patience, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.